Bonsoir à tous. Nous sommes le 6 juillet 2020. Le Conseil est réuni pour tenir sa séance ordinaire. Nous sommes présents physiquement, les conseillères, les conseillers, la directrice générale, tout le monde est là. Mais malheureusement, encore ce soir, sans public. Mais nous avons appris aujourd'hui, donc un peu trop tard pour pouvoir réagir pour la séance de ce soir, mais nous avons appris que nous allons pouvoir recommencer à siéger en séance publique. Il y a un arrêté ministériel qui a été adopté là, il y a quelques heures à peine. Ce que ça va vouloir dire, c'est que les gens qui souhaitent participer au conseil vont pouvoir le faire. On va s'assurer de préparer la salle pour que la distance de 2 mètres soit respectée. Il y aura donc un nombre de places limité pour les séances de conseil. Si jamais il y avait plus de participants ou de personnes qui se présentent que de chaises disponibles, il se pourrait qu'on soit obligé de refuser des gens à la porte, parce que c'est vraiment important qu'on respecte la distanciation de 2 mètres. Mais si jamais ça arrive que des gens qui souhaiteraient assister aux séances du Conseil ne soient pas autorisés à entrer, mais là, on va reprendre l'enregistrement des séances pour que les gens puissent, comme ils le font maintenant, écouter nos travaux à partir de chez eux. Alors, sur ce, donc, je vous souhaite la bienvenue à cette dernière séance à huis clos. Nous allons pouvoir, à la prochaine rencontre, recevoir le public. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour dans lequel il y a eu des petites modifications par rapport à celui qui vous avait été transmis. Vous en avez pris connaissance. Il y a des ajouts à 3.3, à 5.2, à 9.3, à 12.1. Et à 5.1, le point qui est indiqué là va être un point d'information et non pas un point de décision. Avec ces modifications-là, si cela vous convient, j'accueillerai une proposition pour adopter l'ordre du jour. Oui, Julie Lamontagne, je propose. Madame Lamontagne le propose. Est-ce que ça vous convient tout le monde? Oui, d'accord. C'est bon. À 1.2, donc, période de questions. Nous n'entendrons pas de questions ce soir. On réitère aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent à tout moment s'adresser à la municipalité pour poser leurs questions ou formuler leurs commentaires et ça va être transmis, n'ayez pas crainte, ça va être transmis aux membres du conseil municipal. À 1.3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020. Vous l'avez reçu, vous en avez pris connaissance. Si ça vous apparaît conforme à nos délibérations, j'accepterai là aussi une proposition pour adopter ce procès-verbal. Gaétan Côté, j'en fais la proposition. Merci, M. Côté. Pas de discussion, c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Nous avons tenu une séance extraordinaire le 25 juin. Vous avez également reçu une séance à laquelle nous étions tous présents aussi. Vous avez reçu le procès-verbal. Est-ce que ça vous apparaissait conforme? Quelqu'un propose l'adoption? Oui, j'en fais la proposition. André Terrien. Merci, M. Terrien. Ça nous amène au point 4, présentation des dépenses récurrentes. Donc, vous avez entre les mains la liste des dépenses récurrentes pour le dernier mois. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire, des questions à poser, M. Picard? Ça concerne Hydro-Québec, les retenues de la source pour employeurs, etc. Bâtiment. Ensuite, les salaires versés, c'est un total de 80 570. Peut-être simplement attirer votre attention sur le fait que les chèques pour les bénévoles, en fait, les petits certificats cadeaux, reconnaissance, commencent à nous revenir. Donc, on voit qu'il y a des bénévoles de Stratford qui ont échangé leur bon d'achat chez certains de nos commerçants. Là, on voit des 20 $ passer. Donc, c'est intéressant. Peut-être attirer l'attention aussi sur le montant qui apparaît pour le salaire des pompiers. Là, juste comprendre que c'est un montant pour 6 mois. Parce que même si on a offert aux pompiers d'être payés chaque mois, ils ont préféré être payés 2 fois par année seulement.
ce qui enlève du travail. Je pense qu'on est bien d'accord avec ça. Puis en plus, il y a le versement de la rétro, l'ajustement qu'on a fait au salaire des pompiers suite à la dernière négociation de convention collective. Là. Tout ça est inclus dans le montant qui apparaît là, à la ligne salaire des pompiers à la fin du document. C'est bon? Questions? C'est correct? C'est clair? Excellent, c'est un point d'information. Le point suivant, c'est l'adoption des comptes à payer pour le mois, ça aussi. Donc, vous avez également la liste. Là, je la cherche, mais en réalité, elle est proche avec l'autre. Donc, je la trouve. Information, commentaire aussi, peut-être, sur certains éléments. Richard Picard te pose au budget. Oui. Il y a quand même 59 000 qui est une cote-part à la MRC. Ça gonfle un peu la facture de ce mois-ci. Philippe Gosselin, à 479, 5700, il y a un nouveau réservoir pour l'essence au garage municipal. L'essence également. Transport ordurier, 10 000, ça c'est coutumier, c'est récurrent. Ensuite, ça, transport à l'achat de la poussière, 33 641. Ce qui fait plaisir à beaucoup de monde. Oh, oui, ça a été un lien. Il était étendu, pas seulement acheté. Oui, il est épandu. Épandu. Oui. Il y a des travaux agricoles pour du débroussaillage, là, 7 500 et 3 062. Deux appareils différents. Je ne sais pas, vous autres, moi j'ai eu des commentaires positifs là, sur le débroussaillage qui s'est fait cette année. Là, les gens trouvaient que le travail avait été bien fait. On voit ça de chemin du domaine, entre autres, le chemin de la Pierre, je ne sais pas ailleurs, mais c'est bon. je veux dire, on a des beaux chemins cette année. Puis le débroussaillage, les fossés, c'est beau, c'est bien fait. Oui, non, mais. Oui, c'est bien. Ça explique ces montants-là. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions? Peut-être à 1564, Jubainville et Associés, donc les travaux qu'on a fait faire par l'architecte pour nos projets autour du cœur villageois. On aura l'occasion d'en reparler bientôt. Donc, Richard Picard, j'aurais proposé de payer ses comptes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Là, j'essaie de voir à quel endroit je devrais qu'on rejoue dans l'ordre du jour. Oui, 3 points. C'est bon. Donc, ça fait le tour pour les comptes à payer. C'est bon? Ça nous amène au point 1.7. C'est le point qui nous permet de faire quelques suivis de certains dossiers municipaux qui ne sont pas à l'ordre du jour, mais qu'on suit régulièrement, puis donc on aime quand même là, informer la population de Stratford. On commence toujours avec... 1.6. Oh, j'ai sauté 1.6. Merci, Madame la directrice générale. J'avais trop hâte de parler d'1.6. Revenons, excusez-moi, mon enthousiasme. Revenons à 1.6. Le dépôt de la situation financière, non pas que je voulais l'escamoter, parce que je pense que c'est quand même sous contrôle, mais je vous laisse la parole. Donc, on a eu les chiffres. C'est conforme aux prévisions. À ce moment-ci, on a à peu près la moitié de l'année de fête. Oui, c'est ça. Pas d'écart significatif en prévision de revenus ni en prévision de dépenses. Il y a principalement la culture qui est un petit peu surveillée. En tout cas, on va voir ce qui se passe en cours d'année, etc. Mais selon l'évolution, c'est un petit peu. Ça attire l'attention. On garde un peu sous surveillance dans le secteur agricole. Pour ce qui est du versement des taxes, ça se déroule quand même bien. Oui, après le 25 juin, je dirais que la proportion de taxes versées est conforme aussi. Les citoyens viennent payer leurs taxes ou il y en avait qui nous avaient donné des chèques à l'avance ou paient par accéder. Alors, on ne peut pas voir que le mouvement, je dirais, est différent cette année sur le paiement des taxes. D'autres questions ou commentaires sur la situation financière au 30 juin? C'est bon? On arrive donc au point 1.7. On commence avec infrastructure municipale, plan de maintenance du service de l'aqueduc, justement on en parlait.
et des eaux usées. Donc, il y a eu des rencontres autour de ces enjeux-là. Il y a eu la rencontre avec le comité d'infrastructure municipale où on a présenté un plan de maintenance sur le service d'aqueduc et des eaux usées pour être, je vous dirais, un petit peu plus proactif dans la prévention de nos systèmes. On a travaillé ça avec Aquatec et ça nous amène, entre autres, à faire la mesure des bouts septiques, mais Oui. on va faire la mesure des bouts septiques, on va faire le calibrage des débitmètres à la station d'épuration. On va aussi, du côté plus préposé à l'eau, on avait un employé qui était en formation, donc là, on a une autre possibilité pour le compagnonnage qui devrait commencer très bientôt, avec la firme Aquatec qui a revu un peu sa façon de faire, qui fait en sorte que nos montants sont acceptables. Donc, ça va nous permettre, là, je dirais, de prendre un peu le dessus sur ces volets-là. Il y a des petits montants là, qui sont associés à la maintenance, puis il y a un partage entre la spécialisation, mettons, d'Aquatec, des heures pour Aquatec, parce qu'on n'a pas la spécialisation pour faire la maintenance en conséquence, puis des choses qui vont être montrées à notre employé, peut-être ça. Donc, grosso modo, ça nous donne une vision d'ensemble qu'on n'avait pas sur la base d'un an, de mois en mois, comment on peut faire la maintenance de notre service. Ça va. Peut-être tout simplement rappeler que les membres du conseil qui étaient là sont Gaëtan, Julie et Richard. Donc, petit comité nouveau qu'on a ajouté pour bien suivre ce dossier-là. Ça va. Gestion des ressources humaines, il n'y avait rien de particulier. Service de proximité des domaines touristes, toujours l'occasion de prendre des informations sur comment ça se passe au parc. Oui, ben, ça va bien. En fait, là, on avait le nouveau tarif qu'on mettait et la limitation du nombre de personnes. Donc, c'est en application depuis le 22 juin. Ça va relativement bien. Je crois que les gens acceptent pour l'essentiel ce tarif-là. En fait, je pense que les gens ont peu accès à des plages, tout ça, puis avec le beau temps qu'on a, je pense que les gens ils n'hésitent pas plutôt à payer le 8 $. Donc, ça nous permet d'avoir plus d'employés parce que, bon, on a moins de programmes pour les étudiants, on avait besoin de plus d'employés pour s'assurer de la salubrité, nettoyage, tout ça, distanciation sociale et tout. Donc, ça nous permet d'opérer dans ce montant-là. Et les gens peuvent avoir, ça nous a permis aussi de structurer une boutique en ligne, en fait, une billetterie en ligne. Donc, les gens achètent des billets, ça commence à être plus utilisé. D'ailleurs, je pense qu'on avait une trentaine, d'achats samedi dernier par la billetterie en ligne. Donc, c'est intéressant. La billetterie va rester permanente. Je le répète, c'est toujours gratuit pour les gens de Stratford. Donc, vous présentez avec une preuve de résidence. C'est important d'avoir une preuve de résidence. Et puis, à ce moment-là, on vous fait une passe pour avoir accès au parc de la Québec. En fait, une carte d'identité où l'adresse apparaît, donc un permis de construire, peut-être quelque chose comme ça. C'est pas une carte nouvelle, c'est ce que les gens ont déjà sur le mail. Pas de résidence. Bon, je pense qu'il y a une bonne équipe aussi qui a l'air sur place. Oui, quand même, c'est un beau défi relevé. C'est sûr que le premier week-end avant qu'on mette le tarif puis qu'on gère l'accès, c'était assez périlleux. Mais là, on n'a pas d'anicroche comme on retrouve dans différents lieux, là, à certains endroits là, où ils n'arrivent pas à gérer l'affluence. Je comprends que la période là, de grande sécheresse qu'on avait à un moment donné là, avec l'interdiction de feu, ça a été un peu plus stressant parce qu'il y a eu des feux qui ont été allumés sur le terrain, même un à proximité de la tour d'observation.
Moi, j'invite les citoyens, là, s'il y en a d'abord qui entendent parler de ça, s'il vous plaît, rappeler aux gens là, que c'est le minimum là, de respecter la propriété publique, là, ça appartient à tout le monde. Puis deuxièmement, même de nous prévenir là, si on a connaissance qu'il y a des actes de vandalisme qui se déroulent sur la propriété de la municipalité. Je pense que c'est notre responsabilité à tout le monde d'avoir les yeux ouverts par rapport à ça. Là. Heureusement, le risque est un peu moins grand, mais on rentre dans une autre période de canicule, on ne sait pas ce qui nous attend. Je pense que les grandes périodes d'achalandage s'en viennent aussi là, pour la plage, le parc, avec les vacances de la construction, le beau temps qu'on nous annonce là, pour toute la fin de semaine. Mais on ne dépassera pas la limite permise. Là, 125 billets, mais on peut accueillir 150 personnes. Donc, on a un bloc de places qui sont réservées pour les citoyens. pour les citoyens de Stratford. Puis on voit d'ailleurs dans les journaux que c'est la règle qui est appliquée ailleurs. La CEPAC, il y avait un article aujourd'hui sur la plage de Saint-Daniel, il y avait un autre article sur la baie des Sables de la Mégantic qui a diminué à 50% de la capacité. Donc, je pense que les gens comprennent que c'est les nouvelles règles avec lesquelles il faut composer. Puis, je tiens à souligner aussi, je pense qu'on a recruté une bonne équipe cet été. Vraiment, là, des jeunes très, très solides. Puis, on a un moins jeune aussi qui continue à cette année. C'est quelque chose, hein, parce que, dans le fond, on ne veut surtout pas là, ni devenir Oka ou Rawdon ou des places comme ça où il y a des débordements, puis c'est infernal. Là, mais jusqu'à maintenant, je pense que vous faites un bon travail. On rappelle aussi l'importance d'arriver par la route. Les gens ne peuvent pas accéder au parc par le lac. Il y a énormément de bateaux sur le lac Canon. Cette année. Oui, il y en a plus. Je pense qu'il y en a plus. Les gens prennent leurs vacances à proximité. Hein, oui. Il y a moins de possibilités. Puis la barrière va s'installer bientôt aussi. Là, ça va aider à la fermeture aussi. Communication et participation citoyenne. Oui, un peu dans la foulée des démarches sur le plan de développement, on a rencontré la cour de communication pour parler un petit peu avec eux de la situation des télécommunications dans la municipalité. Dans le fond, là, dans nos travaux sur le plan de développement, on avait trouvé très important, on a mis dans nos priorités que tous les citoyens de Stratford puissent avoir une bonne connexion Internet. C'est sûr que ça fait partie du développement là, pour nous, donc on voulait voir avec eux c'est quoi les défis qu'on rencontre là, pour, dans le fond, élargir le réseau actuel de communication Stratford, puis se mettre un petit peu là, plus au courant de l'évolution de ce dossier-là. Puis éventuellement voir, est-ce que la municipalité peut poser des gestes et si oui, lesquels, là, pour qu'on accélère peut-être l'agrandissement du réseau ou quoi que ce soit. C'est pas simple par contre. Là. Non, c'est ce qu'on a. C'est des gros montants. Bon, en tout cas, c'est un dossier qu'on lâchera pas, je pense. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture. Rapport annuel de la bibliothèque? Oui, rapport annuel de la bibliothèque, c'est le rapport 2019, puis je compare avec le rapport 2017. Malheureusement, je n'ai pas le 2018. Mais par contre, on voit qu'il y a une légère progression des abonnés. En 2019, on avait 103 abonnés. Et en 2017, on avait 95. On dépasse le 10% de la population. On a tenu le même nombre d'activités en 2019 que par les années passées. Hein. Et puis, là, on voulait cette année, en 2020 aussi, sortir assez fort. On avait un beau budget, on avait un beau plan de match, mais avec l'histoire. La pandémie, mais là, ça va tout transformer nos choses, mais on reste à l'affût. Bon. Oui, Marc? Est-ce qu'on a des statistiques sur nos membres d'utilisation numérique?
Est-ce qu'on les distingue au niveau des abonnements? Ça, je pourrais m'informer de ça. Parce qu'on dit que durant le COVID, il y a eu une augmentation. C'est le rapport 2019. Là. Ouais, c'est Ouais, C'est désolé. C'est en avance. Nous l'aurons l'année prochaine. Ben, peut-être que les gens du comité de biblio pourraient nous le dire, est-ce qu'ils ont observé une augmentation d'inscription, là, mais entre nous, là, la bibliothèque municipale de Stratford, c'est une ressource, je pense, qui demeure encore sous-exploitée et, je sais pas, méconnue, je sais pas quoi, là, mais je pense qu'elle a un potentiel pour aller chercher bien plus de monde que ça. OK. Surtout que c'est très facile par Internet d'emprunter, Tout à fait. retenir des séances de formation clés pour accélérer ça. Donc, je comprends que le soleil couchant force un certain déplacement autour de la table. Si vous entendez du bruit, là, Désolé, c'est correct. le soleil qui se rencontre. Et on voit celui qui gagne. Oui. Service d'animation estivale. Qui peut nous faire un petit peu le point sur la situation? On a eu une bonne nouvelle aussi, si je comprends bien, récemment. Oui, donc le service d'animation estivale a commencé ses opérations avec les nouvelles règles et ça va très bien. Bonne nouvelle, on a reçu les subventions par le Conseil Sport Loisirs Esprit. On avait présenté un projet. Cette année, on a décidé d'exploiter le thème du tennis. Donc, on va avoir des moniteurs de tennis qui vont venir donner une clinique aux enfants. Puis, On peut s'inscrire jusqu'à quel âge? Puis, le budget nous permet aussi d'acheter des raquettes parce que toutes nos raquettes étaient très, très vieilles et usées. Donc, à chaque année, on essaie de changer un petit peu la thématique. Puis, cette année, c'est ça qu'on a choisi. Puis, ça a été accepté. Bravo. Donc, avec les nouvelles règles, tout ça, ça se passe bien, l'animation. Oui, une belle collaboration aussi des enfants, des familles, ça va super bien. Bravo. J'ai rencontré un maire découragé cet après-midi et je lui demande comment ça va. Il dit notre responsable du SA vient de démissionner. Alors, bravo si l'équipe. On a une belle équipe, je pense pas qu'on va perdre des joueurs. Excellent. Un mot sur les efforts d'embellissement. Tout le monde aura remarqué nos jardinières. Elles sont magnifiques, vont bien. Ben oui, ça fait partie des activités que le comité d'embellissement a fait au début. Donc, oui, si on se rappelle, il y a eu des jardinières d'installer dans le secteur du village. Il y a aussi des coiffeurs qui ont été ornés de belles fleurs. Ce qu'on a poursuivi nos activités aussi en aménageant les fleurs au niveau de l'enceinte du centre communautaire, le domaine de la sobriété. On a fait aussi la semaine dernière tout ce qui était d'aménagement au coin de la 161 du chemin Elmer pour le domaine, le parc du lac Elmer. On a récupéré aussi tout ce qui était des plaques à fleurs en bois qui avaient déjà servi il y a quelques années. Là, ce qu'on veut faire, peut-être les revamper un petit peu, fait que l'utilisation va se faire peut-être plus en 2021. On a quand même 7-8 bacs qui ont été récupérés, donc on va travailler là-dessus. Puis on essaie de voir aussi pour l'année prochaine, avoir des idées d'emplissement autres, parce que ça a quand même, oui, on voit les fleurs, il y a peut-être d'autres moyens aussi d'embellir la municipalité. Fait que le comité là, se penche là-dessus aussi actuellement. C'est bon. Il y a un de nos organismes communautaires qui a pu reprendre ses activités. Alors, ça aussi, il y a eu comme un déconfinement permis pour le sac des fermières. Donc, il y a eu une rencontre avec elle pour voir comment on pouvait s'installer dans le local. Donc, on a remis l'antiseptique à la porte, qu'est-ce qu'on prend pour nettoyer les surfaces. Ils ont déplacé les métiers pour être capable de respecter le 2 mètres. On a écrit des nouvelles règles. Elles ont
moi, je participe comme DG de la municipalité à montrer l'ensemble des règles en fonction de ce qu'on a de la CNSST. Puis, avec les gens qui sont sur place, on adapte. Alors, donc, je pense qu'elles sont assez contentes là, de ce qu'elles ont réussi à positionner. Puis, il y a des personnes qui viennent, mais il y a eux aussi qui tiennent un registre. Puis, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être là ou qui ne peuvent pas être là, dépendant combien ils sont. Puis, il faut partager les métiers parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Ils ne feront pas de réunion, ils ne font pas de réunion tout de suite. Leur cuisine, c'est une personne dans la cuisine, alors parce que c'est un petit espace. Donc, c'est le troisième groupe là, qui a été déconfiné là, après le comité des loisirs et le tennis, les services activités estivales, puis ça s'est bien passé, ça se passe bien. Excellent. Peut-être un mot au sujet de l'école. On l'a déjà mentionné quand on a parlé à une réunion précédente là, du fait qu'on ne pouvait pas utiliser le gymnase pour le SAE parce qu'il y avait des travaux. Ils sont commencés, donc je pense qu'on peut le souligner, là, les travaux majeurs, remplacement de toutes les fenêtres, toutes les portes à l'école à Stratford. Je pense que c'est une excellente nouvelle. J'imagine que ça va être plus confortable, ça va être plus éco-énergétique que ça pouvait l'être auparavant. Mais c'est aussi un signe que la commission scolaire, maintenant ce qu'il faut appeler le Centre de services scolaires des Appalaches, investit dans la bâtisse. Donc, je pense que c'est encourageant pour tout le monde à Stratford de voir que notre école bénéficie d'amélioration. L'autre nouvelle, par contre, qu'on peut partager aussi avec les citoyens, c'est qu'il va y avoir un changement à la direction de l'école. Madame Catherine Saint-Laurent, qui était la directrice depuis un peu plus de 2 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, peut-être 3, va nous quitter pour des raisons personnelles. On a eu l'occasion de la rencontrer, Mme Blanchet et moi. Elle nous a assuré que c'est vraiment pas parce qu'elle souhaitait prendre ses distances par rapport au milieu de Stratford ou par rapport à son équipe. Bien au contraire, elle partait, je dirais, le cœur gros, mais il y a une situation familiale bien particulière dans son cas qui l'amène à devoir se rapprocher de son domicile permanent. Donc, elle va obtenir une direction d'école dans le secteur de Thetford. Elle va être remplacée par, là j'ai noté le nom de la nouvelle directrice dans un autre cahier, je ne l'ai pas avec moi actuellement. C'est une dame Huppé, est-ce que c'est Christine? Christine Huppé qui va être la nouvelle directrice, là, à qui on pourra souhaiter la bienvenue bientôt, j'imagine. Sinon, on irait peut-être en urbanisme et environnement. Je dirais un mot simplement, mais vous l'avez vu dans le journal, que le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, a reçu le mandat de tenir des audiences sur la ligne d'interconnexion Appalaches-Maine. J'ai réalisé aujourd'hui que si on veut intervenir éventuellement, il faut s'inscrire. Donc, je vais m'inscrire pour aller chercher toute l'information possible et éventuellement peut-être expliquer nos préoccupations, non pas sur le passage de la ligne, je pense que ça, on en a parlé, on est assez confortable avec ça, mais surtout sur la façon dont les travaux vont être réalisés pour s'assurer que sont bien protégés nos milieux humides, nos milieux sensibles. Là. On sait que ça passe dans des zones quand même auxquelles il faut faire très, très, très attention. On a eu aussi une rencontre à leur demande avec l'Association pour la protection du lac Elgin. On est ouvert à ce genre de rencontre-là quand les gens nous demandent. Et cette fois-ci, on s'est fait accompagner de nos responsables, Éric pour les travaux publics et Danny pour tout ce qui est question d'inspection environnement. Je pense que ça a bien répondu aux questions des membres de l'association. Il y avait l'air, je pense, satisfait des réponses et content de constater le sérieux que notre équipe met là, quand il s'agit, par exemple, d'aménager les fossés, etc. L'attention qu'on met pour l'environnement, ici au Conseil, il ressemble ça aux autres, l'association de la PLE. Ils nous ont fait part de leurs préoccupations, parce qu'ils leur avaient demandé souvent c'est la conformité des installations sceptiques. Hein.
Et puis la conformité des bandes riveraines, ça c'est des choses qui nous suivent de très près. Évidemment, la réglementation de la location à court terme, le nettoyage des bateaux pour empêcher les plantes envahissantes de s'installer dans notre plan d'eau. Après ça, le contrôle des castors. Oui. Pour lesquels ça peut intervenir rapidement. Il ne faut pas attendre qu'ils s'installent. C'est plus difficile. Au moment où on les a rencontrés, on n'avait pas trouvé personne pour notre projet là, de suivi des bandes riveraines, des installations sceptiques. Là, ça reviendra toujours tantôt. Donc, on pourra peut-être aller de l'avant plus qu'on pensait à ce moment-là. Ça va dessus pour ce secteur-là, c'est bon? Pour terminer, sécurité publique, peut-être simplement mentionner qu'il y a demain une rencontre là, des maires des municipalités du secteur sud des Appalaches, incluant Stratford, au sujet d'une possible mise en place d'une régie intermunicipale. J'ai reçu la documentation, j'attendais la réunion de demain avant de vous la faire suivre, là, au cas où il y aurait eu des changements. Et juste pour vous dire que les demandes qu'on a faites, nous, que le budget, la contribution financière de chacune des municipalités soit basée sur les risques, et non pas sur d'autres critères plus ou moins pertinents comme l'évaluation foncière ou la population. Ça a été fait, ça a été accepté, ça a été fait partout, avec le résultat que Stratford bouge à peu près pas au niveau de la répartition. Il y a d'autres municipalités qui, avec cette nouvelle grille-là, doivent payer plus, payer moins. En tout cas, je dirais qu'ils vont payer plus juste pour ce que ça coûte, de manière plus équitable. Mais en réalité, par rapport aux prévisions qui avaient été faites au point de départ, Stratford n'a pratiquement pas bougé dans la grille. Je vous enverrai les documents là, sous réserve qu'ils soient validés demain. Là, je vais vous envoyer les documents. Et on va pouvoir reprendre bientôt la discussion pour dire bon, c'est quoi les prochaines étapes. Est-ce que la date, par exemple, du 1er janvier 2021 est toujours réaliste pour la mise en place de la régie? C'est sûr qu'on a perdu plusieurs mois là, ce printemps. On verra. Ça va dépendre aussi si tout le monde adhère facilement à la nouvelle grille ou s'il y a de longs débats à y avoir. Moi, je pense qu'on s'était entendu sur le principe. Maintenant qu'on applique le principe, même s'il y a des gens qui se retrouvent un petit peu perdants, mais là, le principe, il est bon, il devrait être encore bon. Donc, on va voir, mais je vous en parle là, à la prochaine occasion. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à mentionner dans le suivi des dossiers municipaux ou si ça fait le tour? C'est bon? Excellent. Donc, on passe au point 2. C'est le secteur de l'administration avec, à 2 points, autorisation de remboursement de dépenses des élus. Il n'y a pas eu de demande de formuler jusqu'à maintenant. On est un peu en attente là, de ce qui va se produire concernant le congrès. Parce qu'à ce moment-ci de l'année, normalement, on fait nos inscriptions au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tient en principe fin septembre. Sauf que là, le congrès n'a pas été confirmé. On nous invite à réserver nos chambres, mais moi, je vous suggère qu'on attende un petit peu, parce que payer des chambres maintenant, puis être obligé de les payer même si on ne les prend pas. Alors, ce qu'on nous a dit, c'est que même si le congrès était annulé, les chambres seraient payables quand même. Donc, c'est un risque qui m'apparaît un peu élevé, les probabilités étant plus du côté de l'annulation que du maintien d'un congrès de 2000 personnes dans la même salle. Donc, on va y revenir. S'il n'y a pas d'autres demandes, il n'y aura pas de résolution nécessaire pour les autorités. Ça nous amène au point 2.2. Il est question de se procurer un amplificateur d'ondes cellulaires pour le garage municipal et pour le centre communautaire. On va laisser notre directeur général nous expliquer la problématique. En fait, c'est que les signaux des cellulaires ne franchissent pas les murs de nos 2 bâtiments, ce qui fait que même entre les employés municipaux des travaux publics, il y a de la difficulté de pouvoir intervenir entre eux s'il y en a un dans le garage puis quelqu'un quelque part sur un des chemins.
Il n'y a pas de communication possible non plus tellement entre le centre communautaire et le garage, ce qui arrive souvent entre le chef des travaux publics et moi. Et même sur le mien, au centre communautaire, je suis quand même la coordonnatrice des mesures d'urgence, puis mon téléphone est toujours sur appel d'urgence. Donc, je reçois pas rien. Alors donc, il faut faire quelque chose compte tenu de ce à quoi servent nos téléphones. Si on est capable de maintenir la communication, c'est dommage parce qu'on n'a pas de prise sur notre service comme tel de Bell par rapport à ça, mais quand même. Alors donc, l'hypothèse, et ça a déjà été essayé dans une autre municipalité de faire ça, puis ça a eu quand même des résultats intéressants. Alors, donc, Il y a un projet de résolution, oui. considérant que le signal des cellulaires ne peut être capté à l'intérieur du garage municipal et du centre communautaire, que les employés de travaux publics ne peuvent communiquer entre eux pour la poursuite des travaux ou en cas d'urgence, que cet enjeu est le même au centre communautaire que la directrice générale et coordonnatrice des mesures d'urgence, proposé par et résolu que le conseil de la municipalité du canton de Stratford autorise l'acquisition de 2 amplificateurs d'ondes auprès de Claude Lefebvre, qui est une compagnie, c'est le même qui a posé les caméras ici, là, au coût de 1 200 $ avant taxe. Quelqu'un a fait la proposition? Juste une petite question. Le Oui. coût de 1 200 $, c'est pour les deux. Oui, c'est 600 $ chacun. C'est le coût Et total. c'est installation compris, c'est une garantie de 2 ans. Parfait. Donc, je suis le montant, j'en fais la proposition. Excellent. Autre discussion là-dessus? Moi, j'ajoute simplement qu'il y a une question de sécurité, vous l'avez bien souligné, mais il y a une question d'efficacité aussi, parce que si on a un employé de voirie qui est à l'autre bout du territoire, puis qui a besoin de quelque chose, puis qui ne peut pas rejoindre le garage municipal, puis qui décide qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'il s'en vienne avec le camion, ça va vite, là. On dépense 1 200 $ pour équiper comme il faut, là, mais peut-être qu'on va l'économiser bien rapidement en transport inutile si on ne le fait pas. L'autre chose, c'est que l'Université du Granit a fait faire un survol, une étude dans le fond de la couverture cellulaire partout sur le territoire. Ça va nous être présenté au Conseil des maires mercredi. Mais quand j'ai quand même pu jeter un petit coup d'œil sur les cartes, là, eux autres nous disent que Stratford est couvert à peu près partout. Mais la réalité va contredire ça. Okay? Le signal cellulaire dans le village s'est détérioré. Puis on pense que l'explication de ça, c'est qu'ils ont redirigé les antennes situées sur le mont Elmer. Parce que, ce que je ne savais pas, moi, c'est que les antennes cellulaires, c'est des antennes directionnelles. C'est pas une antenne qui fait 360 degrés. Fait que si on l'enligne pour un endroit, alors si on la lève pour aller plus loin, elle couvre moins ce qui est à proximité au sol. Alors, c'est pas parce qu'on est proche de l'antenne qu'on a une bonne communication, parce que l'antenne, elle peut envoyer le signal carrément au-dessus de nos têtes. Alors, si on a misé plutôt sur la communication intermunicipale, disons, on s'est organisé pour bien rejoindre Disraeli ou peut-être faire je ne sais pas quoi, peut-être qu'on manque le village, même si on est quasiment dans la cour de l'antenne. Alors ça, c'est des questions que j'ai l'intention de soulever mon mercredi. Puis éventuellement, peut-être qu'il y aura des démarches à faire auprès de Bell pour avoir des explications. Parce que c'est pas normal que dans le cadre du village de Stratford, on ait un moins bon service qu'on a déjà eu. Parce que être obligé de sortir dehors pour répondre au téléphone, là, ça n'arrivait pas. Puis l'été, c'est pas pire. Mais en plein hiver, ça sera pas drôle. On s'entend. Je pense qu'on va faire quelque chose avec ça quand même. Même si on a nos équipements, je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter ça au contraire. Mais on va poursuivre nos efforts pour que tout le monde a droit à la service cellulaire aujourd'hui. Ça va pour ça? On arrive donc au point 3, infrastructure municipale. Il est question d'abord du site d'enfouissement sanitaire qui est situé à Disraeli, mais qui est un centre d'enfouissement auquel on est rattaché parce qu'on a envoyé ici à Stratford, on a envoyé les matières résiduelles longtemps à cet endroit-là. Donc, on est co-responsable avec les autres municipalités de ce site qui est maintenant fermé depuis plusieurs années. Il est question de refinancer un prêt qui arrive à échéance, je crois, Mme Blanchette. Est-ce que je vous laisse poursuivre là-dessus? OK. Alors, donc, le prêt qui vient à échéance est de 190 200 $.
Par contre, on a un montant de surplus en caisse de 240 000 au site d'enfouissement pour les travaux, mais le rapport fait en sorte qu'on a encore beaucoup de travaux à faire au site d'enfouissement. Et il y a deux hypothèses. C'est bien on refinance le 190 200 ou on prend on le ferme avec le 240 000 de surplus. Sauf que si on fait ça, il faut s'attendre à avoir d'autres dépenses à payer parce que les travaux, eux autres, doivent se faire pour rendre le site conforme. Donc, la proposition de Ville de Tirély qui nous a acheminé le dossier, c'est de refinancer le 190 200 sur 5 ans. Ça va. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Richard Carr, oui, je voulais proposer cela. D'accord. Dans le fond, on préfère que l'argent qui est déjà là serve à payer les dépenses plutôt que de se faire une répartition et de trouver d'en mettre dans le pot après. C'est un aller-retour qui est pas bien utile. Ça va pour tout le monde? Adopté. 3.2, chemin des 40, lettre de Boisé-Robert Allé. Donc, vous avez eu copie de cette lettre-là. Elle est datée du 1er juillet. Monsieur Allé, au nom des propriétaires du chemin des 40, reprend un petit peu l'argumentaire qu'il a déjà eu l'occasion de nous acheminer concernant la décision qui a été prise en... Quelle année déjà, je me souviens trop, C'est 84, je crois. 84-85, bref, ça fait quand même longtemps. À l'effet que, bon, la municipalité n'aurait pas dû prendre cette décision-là, qu'on n'aurait pas dû faire en sorte de fermer le chemin et d'enclaver les lots, etc. Et ça fait plusieurs fois qu'on discute avec M. Allé pour dire que nous, selon toutes les vérifications qu'on a faites, la décision qui a été prise a été de façon légale, avec tous les conseils nécessaires. Puis que si monsieur ou le groupe a des arguments qui pourraient invalider le règlement, c'est malheureusement à eux d'entreprendre les démarches pour qu'un juge déclare le règlement municipal non valide. Nous, on ne peut pas faire ça. Puis on ne peut pas non plus poursuivre une discussion de nature juridique entre un citoyen ou un groupe de citoyens des élus, on n'est pas des avocats, etc. Donc, comme on a déjà eu l'occasion de dire à M. Allé, ben, malheureusement, la seule voie pour vous, c'est de prendre un avocat et d'entreprendre des poursuites contre la municipalité, parce que nous, nos avocats nous disent qu'on est correct. On est un peu coincé, on tourne un petit peu en rond. Malheureusement, on a tenté, je pense, de bonne foi, de part et d'autre, de trouver des solutions alternatives. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Là, M. Allé reprend, dans le fond, plus, je dirais, le dossier sur le plan juridique, avec des arguments, des extraits de projet de loi, tout ça, de règlement. Donc, je pense qu'il faut répondre à M. Allé et à son groupe. Et c'est dans ce sens-là que Denise Blanchet et moi, on vous dépose ce soir un projet de résolution là, qui serait un peu la réponse qu'on pourrait acheminer à M. Allé et éventuellement aux personnes qu'il peut représenter. Donc, si vous êtes d'accord, on va lire le projet de résolution. Considérant que la municipalité du canton de Stratford a adopté la résolution numéro 1984-2164, le règlement numéro 824, dans le but de procéder à la fermeture d'une partie durant les 40, considérant que la municipalité a suivi pour ce faire les conseils de ses aviseurs légaux, soit le bureau d'avocat Monty-Coulombe, considérant que M. Robert Allé, au nom des propriétaires riverains du chemin des 40, poursuit ses démarches afin de démontrer que la décision de la municipalité n'a pas été prise en complète égalité, comme en témoigne la lettre adressée à la municipalité en date du 1er juillet 2020, il est proposé par et résolu de rappeler aux propriétaires concernés que seul un jugement d'une cour de justice peut invalider le règlement adopté par la municipalité
et qu'en conséquence, la municipalité ne donnera pas suite à leur démarche autrement que dans le cadre de procédures devant un tribunal. Ça va? Est-ce que quelqu'un d'abord a fait la proposition? Oui, Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Oui, merci. Discussion, question. C'est pas la première fois qu'on discute de ce sujet-là. C'est un peu malheureux, là, si on veut, mais bon, C'est malheureux. on en est là. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent, merci beaucoup. 3.3, point qui a été rajouté par rapport au premier ordre du jour. Donc, je ne sais pas si, est-ce que je te laisse... En fait, on avait, non, je vois des points d'interrogation dans les yeux. Le point s'intitule « Discussion au sujet de l'utilisation de l'Église de Stratford au service de l'ensemble de la communauté ». Donc, pour les gens qui nous écoutent, ou qui auraient pu être dans la salle, c'est important, je pense, de refaire un petit peu d'historique là, pour dire que dans le contexte de la discussion sur le plan de développement de Stratford, sur la revitalisation du cœur villageois, de l'accès à des lieux de rencontre adaptés, notamment pour la bibliothèque, entre autres, mais pas uniquement. On a fait un premier contact avec les responsables de la paroisse Saint-André-de-Serre, et particulièrement évidemment le comité de gestion de Stratford, pour voir où est-ce qu'ils en étaient rendus là, dans leur projet là, concernant l'édifice de l'église de Stratford. Et là, on a constaté tout de suite qu'il y avait une ouverture à discuter avec la municipalité pour une éventuelle prise en charge de l'immeuble par la municipalité. On a formé un petit comité de discussion, de négociation. C'est Julie Lamontagne qui est avec moi dans ces rencontres-là avec notre DG. On s'est rencontrés, les gens nous ont exprimé un peu leurs préoccupations, leurs besoins. Nous, on a partagé un petit peu notre vision aussi, notamment le fait qu'on était bien d'accord pour le maintien des lieux de culte, puis s'assurer que les services religieux puissent continuer à avoir lieu. Donc, un maintien de l'intégralité de la chapelle telle qu'elle existe actuellement. Il y a peut-être d'autres choses à regarder, là, mais ça, on disait ça va demeurer tant et aussi longtemps que la paroisse va être active ici à Stratford. Ça va demeurer tel que maintenant un espace réservé au culte. On n'a pas l'intention de l'utiliser à d'autres fins municipales que ça. Bien qu'il y ait eu des concerts qui ont eu lieu chaque été, ça, je pense que c'est pas incompatible avec la vocation de l'immeuble, mais essentiellement, il n'y aura pas de changement dans, je dirais, dans l'aménagement physique là, de la partie église comme telle. On avait convenu, il y a déjà quelques semaines, de rendre public le fait que nous avons ces discussions-là. Il est arrivé la pandémie, il n'y a pas eu de service religieux pendant plusieurs semaines. Donc, on a préféré attendre que ça puisse recommencer, que les responsables de la paroisse, et M. Curant en particulier, puissent être présents pour donner l'information. J'ai un petit peu entendu sur le message, dans les grandes lignes, et je peux vous dire que donc, hier, au service de la messe, Mme Lessard, qui est un peu la responsable locale pour le comité de gestion, a informé les paroissiens présents qu'il y avait des discussions entre l'Avec et la municipalité. Donc maintenant, les paroissiens le savent. On avait convenu de faire ça, rapprocher entre la messe puis la séance du conseil, là, pour que l'information arrive à peu près en même temps. Donc, vous avez parlé avec Mme Lessard sur ça cet après-midi. C'est ça. Alors, Mme Lessard a confirmé avoir fait le message aux paroissiens. Elle m'a aussi expliqué qu'elle n'avait pas caché ses mots. Là. Elle a ouvert la porte un peu sur une vente de l'Église, que peut-être qu'à regarder les paroissiens qui étaient là, la couleur de leurs cheveux, que peut-être que dans
dans 10-15 ans, la paroisse, il y aurait beaucoup moins de monde, que si la municipalité, compte tenu du manque d'espace qu'il y avait, l'école, la bibliothèque et tout, qui avait été dit lors de la consultation citoyenne, que si la municipalité devait construire, bien, ça coûterait plus cher à l'ensemble des citoyens et que peut-être la paroisse, par son église, pourrait être un lieu adéquat. Elle a répété là, les missions là, que vous avez mentionnées tantôt. Et tout ça, pour terminer, il semble que les parents paroissiens ont quand même accepté son propos. Elle a dit que les paroissiens avaient applaudi à la fin de son explication totale. Donc, certaine adhésion à l'idée de pouvoir discuter éventuellement de la vente de l'Église à la municipalité, à un prix raisonnable, semble-t-il. Pour ce qui concerne les citoyens maintenant, là, ceux qui nous entendent ou qui auraient pu être dans la salle, peut-être ajouter à ça que avant de s'avancer trop loin dans les discussions, nous on a quand même fait certaines vérifications. Le conseil municipal avait autorisé des honoraires professionnels pour qu'on regarde qu'est-ce qui était possible de faire avec l'édifice. On a accepté d'ailleurs tantôt dans les comptes à payer la facture de la firme d'architectes. On a des plans, les élus les ont vus, donc il y a des possibilités. Évidemment, il y a des investissements importants et là, il y aura évidemment toute la question de quelle subvention la municipalité de Stratford est capable d'aller chercher pour convertir, dans le fond, l'édifice pour la partie haute que la chapelle comme telle. Évidemment, on a en tête l'aménagement de la bibliothèque. Ça fait longtemps que c'est réclamé d'avoir des espaces plus adéquats et surtout plus facilement accessibles qu'en haut de l'escalier ici au centre communautaire. Mais il y a d'autres besoins également pour rencontres. On pense également à toute la synergie qu'il peut y avoir avec le côté loisirs, chalet des loisirs, patinoire, etc. Donc, on n'est pas rendu à rendre ça public encore, mais je veux juste dire aux citoyens qu'on a des indications assez précises comme quoi, oui, il y a possibilité de faire quelque chose d'intéressant, mais ça serait un investissement important aussi. Donc, dans ce sens-là, les prochaines étapes, quant à nous, c'est de présenter ces plans-là aux gens de la fabrique. Ils n'ont pas vu. Donc, il y a une rencontre pas plus tard que demain pour qu'on puisse montrer ça à nos interlocuteurs du côté de l'Église. On a quand même pu, je dirais, faire une petite vérification du côté du milieu scolaire pour dire, bon, ben, est-ce que nous, on envisage, ça vous apparaît intéressant, est-ce que vous êtes toujours partenaire dans un projet comme celui-là? Et on a eu la confirmation que oui. C'est un projet qui serait très intéressant également pour l'école ou le parascolaire, la formation de bibliothèques, à la fois bibliothèque municipale et bibliothèque scolaire qu'on avait déjà étudiées, pourrait certainement se reloger à l'intérieur des murs de l'édifice. Maintenant, après, ben, on va se mettre à parler bientôt de sous. On va être rendu là, on va faire un suivi au conseil municipal. Donc demain, on présente le travail de Julinville et Associés. On ne prendra pas d'engagement, on va revenir, on va voir un peu quelles sont les réactions et on va revenir vous faire un compte rendu, les élus, sur c'est quoi les prochaines étapes. Peut-être qu'on décidera d'aller voir notre député ou nos députés pour dire c'est quoi les programmes gouvernementaux disponibles à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme aide financière? Là, parce que c'est sûr que c'est quand même des montants importants. Ça va? Oui. Donc, c'est un point d'information à ce moment-ci. Ça nous amène au point 5, service de proximité, développement et tourisme. Donc, le point 5.1 qui est une demande d'appui concernant l'amélioration de l'établissement CHSLD-CLSC qui est situé à Lambton. On l'a
Donc, c'est simplement à ce moment-ci pour vous dire que la municipalité de Lambton s'est adressée à la fois aux municipalités du secteur nord, donc le secteur qu'on appelle le parc Frontenac dans la MRC du Granit, mais également à la MRC elle-même pour obtenir un appui pour que le gouvernement procède à la rénovation du point de service du CLSC et en même temps du foyer qui est à Lambton. C'est dans le même édifice. C'est un édifice qui a plusieurs années, qui est probablement moins vétuste que le CHSLD de Lac-Mégantic parce que je pense que c'est toutes des chambres individuelles à Lambton, tandis qu'à Lac-Mégantic, il y a encore des chambres à 2 et même à 4. Donc c'est clair que ça, c'est encore beaucoup plus prioritaire. J'ai profité de rencontres que j'avais cet après-midi à Lac-Mégantic pour voir un petit peu comment les autres voyaient les choses et on a un petit peu convenu de donner le temps d'y réfléchir puis d'en parler également avec les gens du CIUS de l'Estrie. On a une rencontre vendredi, on va avoir l'occasion de parler de vive voix avec le PDG. Donc, c'est pour ça que je vous demanderais peut-être de surseoir à la résolution d'appui. Peut-être qu'on pourrait y revenir au conseil du mois. Je pense qu'en principe, on est tous d'accord pour qu'on ait des meilleures installations possibles à Lambton. Entre autres, ça faciliterait de beaucoup le recrutement de médecins. Même si notre population à Stratford va surtout du côté d'Israéli, on fait partie de la MRC du Granit. Dans ce sens-là, on s'est un petit peu interpellé par le maintien d'un bon point de service à Lambton, c'est correct. Mais en même temps, on ne peut pas nuire au dossier de Lac-Mégantic qui est vraiment le plus urgent. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là, si vous voulez, qu'on va bien ficeler le dossier pour y revenir peut-être à la séance du mois d'août. Est-ce que ça vous va? Oui. Le point 5.2, c'est un consentement que la municipalité est appelée à donner pour l'obtention d'un permis de recherche archéologique au parc du Lac-Elmer. Rappelez-vous qu'on a soutenu la société de gestion pour qu'elle fasse une demande de subvention à la MRC, pas à la MRC du Granit, au Conseil de la culture et... Au Fonds de développement culturel. Fonds de développement culturel du Granit, quand même, à l'université. On a obtenu la subvention pour 4 000 maintenant, c'est le procédé. Là, on a besoin d'un permis, d'une autorisation. Je vous laisse compléter l'explication. Tu y allais, Marc? OK. Donc, Marc-Quentin, conseiller. Oui, Marc-Quentin, oui. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est de faire une demande, parce que pour faire des fouilles archéologiques, pour faire des recherches archéologiques sur le terrain, il faut faire une demande de permis au ministère de la Culture. Et comme M. Mal l'a souligné, c'est une subvention du Fonds de développement, en fait, c'est l'entente de développement culturel, donc qui est signée entre la MRC du Granit et le ministère de la Culture, donc on ne peut pas passer à côté, de toute façon, on n'a pas intérêt non plus. Donc, c'est afin d'autoriser qu'il y ait des travaux sur les terrains du parc du Lac-Elmer qui sont propriété de la municipalité. Donc, ce serait d'autoriser le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, qui a un bureau qui s'appelle le MDAKINA, qui a des ressources en archéologie. Donc, qui mènerait des travaux là, dans les prochains mois. Là. Voilà. On peut peut-être lire la résolution, hein, le projet de résolution. OK. Alors, considérant que la SGPLA, avec l'appui de la municipalité, a déposé une demande de subvention au Fonds de développement culturel de la MRC du Granit pour un projet de mise en valeur du patrimoine archéologique du parc du Lac-Elmer et que cette demande a été acceptée, que les travaux de la dite recherche s'inscrivent dans le projet de développement global du parc du Lac-Elmer élaboré par la SGPLA, lequel vise à mettre en valeur le potentiel archéologique du territoire dans le but d'inclure une offre culturelle pour les clientèles ciblées. Considérant que la SGPLA souhaite confier au bureau du NATINA du Grand Conseil de la Nation Wabanaki le mandat d'effectuer des travaux de fouilles archéologiques sur le terrain du parc du Lac-Elmer dont la municipalité est propriétaire. Considérant que la loi sur le patrimoine culturel du Québec impose l'obligation d'obtenir un permis de la ministre avant d'effectuer des fouilles ou des relevés archéologiques. Considérant que lorsque les fouilles doivent être faites sur un immeuble qui n'appartient pas à celui qui demande un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire de l'immeuble et proposé et résolu.
et la municipalité du canton de Stratford consente à ce que le Grand Conseil de la Nation Wabanaki Bureau du NATFINA demande à la ministre un permis de recherche archéologique pour la Lac-Elmer et mandate Mme Lucie Domaine, secrétaire trésorière de la SGPLA, à signer l'entente et le consentement et tout autre document relatif à la recherche. Quelqu'un a fait la proposition, M. Quentin, je comprends. Marc Quentin, Vous avez fait la proposée. Discussion, question. En fait, c'est un peu une reprise, je dirais, de l'intérêt archéologique du site. Peut-être, je ne sais pas si vous avez plus d'informations à nous partager là-dessus. Ben, c'est un site d'intérêt depuis déjà quelques années. Il y avait des collections aussi qui avaient été rassemblées. Quand même été exposées pendant un certain temps dans l'édifice. Qui ont quitté. Et puis, c'est quelque chose aussi qu'on va regarder avec le bureau d'Akina pour peut-être récupérer certaines collections. Puis, si on a des résultats très positifs, là, des fouilles, ben, on va peut-être trouver une façon de pouvoir les valoriser. Puis l'élément intéressant aussi, c'est qu'il ne s'est pas fait de travaux dans les dernières années sur le territoire de la MRC du granit. Et puis c'est un axe qui, comment je dirais ça, qui est priorisé, l'archéologie, par la politique culturelle de la MRC. Donc c'est vraiment intéressant. Là, je comprends qu'il n'y a pas de contribution financière qui est demandée de la municipalité, mais est-ce que ça coûte quelque chose à la société de gestion, ces travaux? Oui, ben, en fait, les travaux coûtent 9 000 $. Okay. Donc, on n'a pas tout à fait la moitié qui est financée selon l'entente de développement culturel. Donc, OK. Ça va s'échelonner dès cet été? Dès cet été, parce que c'est sûr que c'est le meilleur temps, là, donc ça pourrait aller jusqu'à peut-être tard en septembre, octobre, là, tant qu'il n'y aura pas de neige. Là. Donc, l'idéal pour les travaux archéologiques, évidemment, c'est en période estivale. Puis là, ça veut dire qu'il va y avoir des gros trous qui vont apparaître? Ben, on ne sait pas, c'est qu'en fait, il y a des relevés cartographiques qui permettent de cibler des endroits qui vont être plus propices sur les terrains. Donc, probablement avec toutes les matrices qu'ils ont, eux, on va être capable là, de peut-être voir émerger peut-être. Déjà cibler les endroits, tout à fait. mais on ne parle pas de grosses machineries qui vont rentrer sur le terrain. Non, c'est en archéologie, c'est assez rare. Avec des petites spatules, puis des petites spatules. Vous nous tiendrez au courant, parce que c'est intéressant. Ça rajoute une dimension aussi à l'intérêt du site, là, je pense. Qui a déjà été là, qui avait été un peu perdu, un peu oublié peut-être, qui revient. Puis le partenariat, je pense, parce que à l'époque, je ne sais pas s'il y avait cette forme de partenariat avec les Premières Nations dans les fouilles. C'était au sujet de la présence amérindienne, mais sans nécessairement un lien avec eux. Là. Ça ne fait pas tellement d'années que le bureau d'Akina, en fait, ça c'est le bureau qui monte tous les dossiers de reconnaissance territoriale ou les avis des Abénakis lorsqu'il y a des travaux qui sont faits. Comme on parlait tout à l'heure de la ligne, on va parler, ou en tout cas la ligne qui devrait y avoir, électrique. C'est eux qui ont donné l'avis. Donc c'est tout récent, ils se sont joints des ressources archéologiques. Donc à l'époque, c'était plutôt soit des archéologues amateurs, ou même il y a Éric Graillon qui était au Musée de la science et de la nature de Sherbrooke qui a déjà effectué des fouilles dans cette terre. Intéressant. Donc à suivre. Ouais. C'est bon? Ça nous amène au point 7, vie communautaire, éducation, loisirs, culture, avec un premier sujet qui revient donc sur la demande d'aide financière pour la campagne de financement. Passe-moi la porte, puis je vais atteindre mon but. Donc, on a reçu des représentants du comité de citoyens qui s'est formé pour la levée de fonds, qui s'appelle comme ça, pour favoriser la survie de l'Arena 76 à Disraeli. Arena que la ville avait décidé de fermer, puis que le comité cherche dans le fond à garder active là,
comme lieu de glace comme tel. On a eu l'occasion, les membres du conseil, de revenir un petit peu sur la rencontre qu'on a eue. On avait un peu partagé nos réflexions par rapport à ça. Et on avait convenu un peu ensemble d'essayer de voir comment les autres municipalités réagissaient, quel genre d'analyse ils en faisaient. Et donc, vous m'avez en quelque sorte mandaté pour échanger sur le sujet avec les maires des autres municipalités concernées, tout en sachant qu'une des municipalités interpellées, la paroisse de Disraeli, elle avait déjà pris une décision de dire oui à la demande du groupe. Donc, on a eu une rencontre dans la dernière semaine de juin, 5 municipalités, 5 maires de municipalités. Je n'irai pas trop loin, je dirais, dans les positions que les gens ont partagées parce que plusieurs n'avaient pas eu l'occasion d'en parler vraiment avec leur conseil municipal. Donc, ce qu'on avait ce soir-là, c'était plus la position personnelle des maires ou mairesses. Puis là, ben, ils disaient, ben, moi, je ne suis pas mandaté pour me prononcer tant et aussi longtemps que je ne sais pas ce que mon conseil en pense. Donc, c'est pour ça que les gens disaient, bien, on a notre réunion le 6 juillet, hein, tout le monde a ses réunions en même temps. Ça va être l'occasion pour les autres municipalités d'avoir une discussion peut-être un peu comparable à celle que nous, on avait déjà commencé à avoir. Donc, c'est dans ce contexte-là que je vous dirais, les maires on a un peu pris comme orientation de suggérer à nos conseils respectifs de ne pas prendre de décision ce soir, même si le groupe nous demandait une réponse ce soir, mais on n'a pas à se laisser non plus dicter le calendrier là, par le groupe comme tel. Moi, je pense que c'est plus sage, effectivement, de faire ça comme il faut, d'avoir l'occasion que tout le monde s'exprime là-dessus, d'entendre les préoccupations de chacune des municipalités. Et il y aura une autre réunion la semaine prochaine, si ma mémoire est bonne, où là, je connaîtrai dans le fond un peu les orientations qui auront été prises par les autres municipalités. Je pourrais vous les ramener et dans ce sens-là, on pourrait prendre une position formelle à la séance régulière du mois d'août, le 10 août. Si ça vous va, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, mais... Donc, dans le fond, c'est quand même complexe, puis c'est des gros montants, c'est un engagement pour plusieurs années que les gens nous demandent, donc il faut y penser très sérieusement, peser le pour et le contre. Là, il n'y a personne qui veut lancer ça en l'air comme une pièce de monnaie et dire oui ou non, là, on veut y penser comme il faut. Avez-vous des réactions à ça? On va voir. Donc, sans doute, à l'ordre du jour de la séance du mois d'août, je ne sais pas, est-ce qu'on devrait informer les gens du comité que, je ne sais pas s'ils sont en attente, ou peut-être qu'ils autres qui vont nous relancer pour savoir qu'est-ce qu'on aura décidé ce soir, puis on leur dira qu'il n'y a pas eu de décision, que ça va être plutôt au mois d'août. Madame la directrice générale, on y va-tu comme ça? On va attendre qu'ils nous relancent. Parce que eux, dans leur lettre, la confirmation de notre participation à la campagne serait grandement appréciée pour le 8 juillet 2020. Oui, puis je comprends qu'elle dit ça, mais en même temps, nous, il faut se donner les bonnes conditions pour... Oui, je vais attendre. OK, on va attendre. C'est bon. Point suivant, remplacement des bandes de patinoire. Ça fait un petit bout de temps hein, que les membres du comité des loisirs nous sensibilisent au mauvais état des bandes de patinoire. Il y a été question même dans les années précédentes. Rappelez-vous qu'on avait demandé au comité des loisirs d'examiner la possibilité peut-être qu'il y ait un peu de réparation, quitte à ce qu'on réduise un petit peu la superficie de la patinoire pour prolonger la durée de vie des bandes, entre autres pour nous laisser le temps là, de peut-être de réfléchir à l'aménagement du secteur comme tel, en lien avec justement le plan de développement. Le comité des loisirs nous a demandé une rencontre, on se rappelle, puis on informe les gens qui nous écoutent que cette rencontre-là a eu lieu.
en séance de travail. Donc, la présidente du côté des loisirs, Mme Sylvie Veilleux, 2 bénévoles, Martin Marcotte et Pierre Urtubé, sont venus nous rencontrer. Ils nous ont fait part de l'évaluation qu'ils ont faite. Évaluation qu'ils ont faite en collaboration évidemment avec Richard Picard, qui est à la fois au comité des loisirs et autour de notre table aussi. Je sais qu'André Terrien également est intéressé à la question. Vous avez regardé ça, vous avez discuté de ça. Et le résultat des courses, si j'ai bien compris, c'est que les bandes actuelles ne méritent pas d'efforts de réparation. Il faut envisager de les remplacer. Alors, c'est ce que le comité nous a demandé, en nous disant, nous, on n'a pas ce qu'il faut pour les réparer. Si vous les faites réparer, il faudrait que ça soit fait par des employés de la municipalité. Donc, c'est quand même un investissement de temps, etc. Pour les prolonger, pour combien de temps? Elles ont 25 ans, ces barres de patinoire-là. Je pense qu'ils ont rendu de loyaux services à la municipalité. C'est peut-être le temps de les laisser se reposer et passer à autre chose. On comprenait aussi que c'était un élément de motivation important pour nos bénévoles qui travaillent au comité des loisirs, qu'on puisse leur fournir des installations adéquates quand c'est le temps. Et donc, on aurait ce soir une recommandation ou un projet de résolution pour que la municipalité envisage l'achat et l'installation de nouvelles bandes de patinoire, de dimension quand même un peu réduite, parce qu'elle est très très grande, à la dimension olympique, là, elle serait réduite, bon, il faudra voir exactement, là, mais elle serait réduite, et on viserait à ce que les nouvelles bandes soient installées pour l'automne cette année, donc pour le prochain hiver. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? M. Picard, je vous laisse compléter si vous souhaitez. Oui, en tout cas, j'aurais aimé vous faire un petit laïus, mais en tout cas, selon la décision, elle n'est pas rendue. Là, je le fais tantôt. Oui, vous réservez un droit de réplique, c'est correct, pas de problème. Julie? Ben, ce serait peut-être juste important de rajouter que la structure, les bandes de patinoire vont être faites pour peut-être éventuellement être déplaçables s'il y a lieu, dépendamment du plan de développement de la municipalité. Tout à fait. Donc, on n'est pas pris là, avec quelque chose de fixe là, éventuellement, là, si on va dans ce sens-là. L'autre chose que je n'ai pas dite, que j'aurais pu rajouter, c'est qu'elles sont dangereuses. Les bandes, actuellement, elles sont dangereuses. Puis là, il y a une question de responsabilité civile, d'assurance. Si jamais il y avait des blessures par des utilisateurs, par des bénévoles, là, on prend des risques. Là, rendu là, moi, quand c'est pas beau, c'est une chose. Quand c'est dangereux, ça en devient une autre. Là. C'est un petit peu, je pense, l'esprit d'échange qu'on avait eu après avoir reçu nos bénévoles à ce moment-là. Peut-être qu'on peut lire le projet de résolution, puis après ça, on va donner la parole à M. Picard. Considérant que les bandes de patinoire ont atteint leur fin de vie et ne peuvent être réparées, que les bandes de la patinoire présentent des risques de blessures pour les utilisateurs, considérant la recommandation du comité des loisirs de procéder au remplacement des bandes de patinoire en diminuant toutefois sa superficie, considérant la volonté du conseil municipal de mettre à la disposition des citoyens des installations adéquates pour la pratique de l'activité physique, est proposé et résolu d'autoriser la direction générale à préparer un appel d'offres sur invitation pour l'achat et l'installation de nouvelles bandes de patinoire pour l'hiver 2020. Juste avant de vous passer la parole, M. Picard, est-ce que d'abord j'ai quelqu'un pour proposer, pour qu'on puisse en discuter, ça me prend un proposeur? Moi, je le propose André Terrien. André, merci. M. Picard. Oui, ben c'était pour vous dire que les membres du comité de loisirs dont je fais partie, sont très heureux de votre décision. Ils avaient été prévenus d'avance que suite à la discussion, on était arrivé à cette conclusion-là. Ils sont très heureux et ils vous remercient de la rapidité avec laquelle ça s'est déroulé. Ça a été vite. Merci. Bien, si je peux me permettre en réponse à ça, je pense que, en tout cas, puis vous me corrigerez, là, je ne veux pas être le seul à me prononcer là-dessus, là, mais ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu de nos échanges, c'est que c'est une décision qui a été drôlement alimentée par notre réflexion sur le plan de développement. Donc, c'est une décision
qu'on prend avec un cadre de référence qu'on s'est donné, hein, qu'on va rendre public bientôt, là, qui s'appelle le plan de développement Stratford 2030, dans lequel on veut justement, il y a une volonté qu'on a clairement entendue de la part des citoyens, pour dire, ben, on veut faire vivre le cœur villageois, on veut qu'il y ait des lieux de rencontre, on veut que ce soit dynamique, et on veut favoriser la pratique de l'activité physique. On comprend que ce n'est pas tout le monde qui patine, mais d'une manière ou d'une autre, c'est tout le monde qui en profite aussi de la patinoire. C'est important pour nos jeunes, puis c'est important pour les gens plus âgés aussi. Donc, je pense que c'est un équipement indispensable dans un village d'avoir une patinoire en bon état. Évidemment, avec les conditions atmosphériques, c'est plus difficile. C'est de plus en plus difficile de la garder en bon état tout l'hiver. Est-ce qu'on sera capable d'envisager de compléter cette installation-là avec autre chose éventuellement? Moi, je pense que c'est une discussion qu'il faudra qu'on fasse éventuellement. Mais donc, dans cet esprit-là, les bandes neuves, si jamais il y avait d'autres projets qui aboutissaient au cœur du village, ben, s'il faut les déplacer, ils peuvent être déplaçables facilement. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Donc, ça vous va pour tout le monde? Oui. Je pense que ce que je veux souligner, c'est que oui, c'est un message que le conseil municipal veut adresser à son comité des loisirs. Les loisirs à Stratford, ça repose uniquement sur des bénévoles. Il ne faut jamais oublier ça. On n'a pas d'employés au loisir. Il faut saluer le travail des bénévoles à chaque fois qu'on a l'occasion. Tant mieux si on a la capacité de les encourager. Mais c'est un signal qu'on envoie à toute la population aussi, je pense, avec cette décision-là, en lien avec notre plan de développement. C'est bon? Oui. Alors, ça nous amène au point 9, urbanisme et environnement. Service en environnement, Mme Marie-Christine Picard. Donc, on a parlé tantôt de peut-être faire un petit effort additionnel concernant soit les banderies, les installations septiques. Ça nous est demandé, on l'avait budgété aussi, rappelons-nous. C'est pas facile de trouver quelqu'un, mais là, il semblerait qu'on aurait peut-être quelqu'un, Mme Blanchette. Vous avez trouvé la perle rare. Oui. En fait, ce qu'on souhaitait, c'était d'avoir quelqu'un qu'on aurait pu intégrer comme inspecteur municipal adjoint à la municipalité. On a fait des démarches avec les syndicats, on a fait l'affichage, on a reçu une jeune candidature qui n'avait pas tout à fait les prérequis pour y arriver. Et Mme Picard est quelqu'un qui a sa propre entreprise, qui avait manifesté de l'intérêt à travailler avec la municipalité. Fait que, donc, compte tenu que c'est un dossier prioritaire, aussi, il y a un avantage. Mme Picard a fait partie de la première équipe en 2014 qui a fait l'évaluation des bandes livrées à Stratford. OK. Alors, ça aussi, c'est quand même intéressant. Depuis ce temps-là, il y a d'autres personnes qui sont passées, mais elle a quand même une spécialité par rapport à ça. Donc, elle nous propose ses services pour continuer le travail où on est rendu. Regarder ceux qu'on a dans le dernier volet qu'on a fait, des bandes qui sont cotées C, là, qui sont en difficulté, je dirais. Donc, elle peut reprendre le flambeau par rapport à ça. Peut-être aussi nous outiller davantage sur des outils de communication, parce qu'elle a une spécialité pour en faire. Donc, ça nous permettrait peut-être d'établir un plan de communication sur ce volet-là tout au long de l'année. Donc, elle était très positive par rapport à ça. Donc, on a un projet de résolution. Alors, considérant la nécessité de procéder à l'inspection des bandes riveraines par des visites sur le terrain et d'en vérifier la conformité, considérant que la nécessité d'informer et sensibiliser les propriétaires riverains sur la réglementation relative aux bandes riveraines dans le but de la faire respecter, considérant que la municipalité n'a pas trouvé de candidat pour combler un emploi d'été à titre d'inspecteur adjoint d'environnement afin de poursuivre le travail entrepris à cet effet depuis quelques années, considérant que les sommes requises sont disponibles au budget, proposé et résolu, d'autoriser une banque de 200 heures à 45 $ de l'heure à l'entreprise Marie-Christine Picard, service en environnement, et de rembourser les frais de déplacement selon ce qui est prévu au règlement 1176, ce qui veut dire 50 sous du kilomètre. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, j'en fais la proposition, André Terrien. André, merci.
Peut-être juste rappeler que, évidemment, le tarif horaire, là, il inclut tout. Là, il n'y a pas les bénéfices marginaux et avantages sociaux qui s'ajoutent à ça. Là. Fait que l'écart n'est pas. Il y a un écart avec peut-être les salaires qu'on verse à l'interne, là, mais on a cherché et on n'a pas trouvé. On n'a pas réussi à trouver. Puis on a quelqu'un aussi qui arrive prêt à être opérationnel, parce que des fois, trouver quelqu'un qui n'a pas la préparation, mais il faut investir, puis ça aussi c'est du temps, puis c'est de l'argent aussi. Là. Il n'y a pas de lien de parenté, M. Picard? Non. Madame Christine Picard. Les Picard, c'est quand même une grande famille, là. Oui. Ils ne sont pas tous parents de proches. Non, deux places. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, elle commence 5 ans, Mme Picard. Je trouve qu'elle a une disponibilité d'environ 2 jours semaine, dépendant. OK. Je pense que dès la semaine prochaine, on est à établir, on est capable d'établir à partir de nos données, là, pour pouvoir faire un plan de match, je sais ce qui va être possible. Là. Excellent, excellent. Aussi, on n'a pas la limite du mois de fin août ou septembre de l'école, là. Hein. Ça aussi, ça peut être aidant. Oui. C'est bon pour ça. À 9.2, un point d'information sur une décision qui a été prise par la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, relativement à la demande du groupe NADO Inc. pour l'exploitation d'une sorbière gravière. Alors, je vous rappelle qu'en janvier, la municipalité a appuyé cette demande de renouvellement d'autorisation pour le groupe NADO. On avait déjà, comme municipalité, renouvelé en 2000, on avait commencé en 2000, on a renouvelé en 2010, donc là, eux, ils revenaient pour un autre 10 ans, et nous, on avait appuyé ça comme étant conforme, on n'avait pas de demande par rapport à ça, on considérait que c'était conforme à nos visions. Alors donc, eux, avec ça, sont allés présenter leur demande à la Commission de la protection du territoire agricole. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le dossier était très, très bien monté, hein, avec une bonne évaluation par un agronome, puis tout ça, là, de l'appositionnement de la carrière, puis ce qui avait été fait, les pas, puis les débordements et tout. Alors, je vous dirais que la CPTAC est dans la même lignée, à l'effet qu'elle a regardé tout ça, puis elle leur donne quelques conditions à remplir. Ils vont avoir l'autorisation, mais ils ont des conditions à remplir avant. Et pour un renouvellement de 10 ans. Donc, je pensais qu'on a reçu l'avis de la CPTAC en copie conforme. Je pense que c'était nécessaire que le Conseil soit mis au courant compte tenu de l'appui qu'il avait donné au départ. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça nous amène à 9.3. Projet de règlement 1175, modifiant le règlement de tournage 1035 afin de bonifier la réglementation. C'est un règlement qui porte sur différents petits éléments, là, définition de roulotte. Il y avait aussi l'inclusion de certains terrains en villégiature qui ne l'avaient pas été, alors qu'ils sont en fait des terrains de villégiature au lac de la Ronière. On en a parlé ici à quelques reprises. En fait, c'est un projet de règlement qui a déjà été déposé ici au Conseil, mais avec la COVID et tout ça, dans le fond, on reprend le processus. C'est bien ça, Mme Blanchard? Oui, c'est ça. Alors, nos nombres de lecture qu'on va en avoir fait ici, on est avec de le connaître par cœur. Oui. Alors, donc, c'est ça. La motion a eu lieu le 4 novembre 2019. On avait émis un avis public pour une assemblée de consultation le 6 avril. Mais à partir du 15 mars, avec les arrêtés ministériels, on a été arrêtés dans notre mouvement. Et aujourd'hui, avec l'arrêté du 4 juillet, on peut repartir. Et je pense que le choix qui est fait, c'est de repartir avec l'avis public, le premier avis. Une fois qu'on va accepter encore ce règlement-là, de repartir au premier avis public pour que vraiment la population soit au courant et qu'on puisse faire des procédures de consultation comme c'est permis maintenant avec les règles de distanciation physique. Est-ce que vous avez le souffle pour nous en faire la lecture? Oui, facile. Parce que surtout qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne l'ont pas sous les yeux. Je pense que si on ne fait pas la lecture, ça ne permet pas aux gens de connaître le contenu du règlement. Oui, en plus, je vous dirais, il a été affiché. Je pense même qu'il est, je vais le vérifier, mais je crois même qu'il est rendu sur le site de la municipalité avec même les annexes qui montent et descendent. Ah! Je suis pas mal sûre.
Alors, considérant que le Conseil de la municipalité de Stratford a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage numéro 1035 qui est entré en vigueur le 18 septembre 2009, que le Conseil désire modifier les dispositions relatives aux maisons mobiles dans certaines zones, que le Conseil désire modifier les définitions de roulotte et maisons mobiles, que le Conseil désire modifier les dispositions relatives aux superficies minimum pour les bâtiments principaux pour certaines zones, que le Conseil désire modifier les limites de certaines zones de villégiature, considérant que ces intentions nécessitent une modification au règlement de zonage, qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre session de conseil du 4 novembre 2019, considérant l'avis public a été émis par une assemblée pour une assemblée de consultation publique le 6 avril 2020, considérant que conformément aux dispositions de l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 et d'autres subséquents, que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute procédure référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal, ont été suspendues. Considérant que l'arrêté ministériel 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux, même le temps de changer de ministre, en date du 4 juillet 2020, prenant effet le 6 juillet, permet de reprendre les procédures autres que référendaires qui impliquent le déplacement ou le rassemblement des citoyens en respectant les règles de distanciation physique. Il est en conséquence décrété par le présent règlement, article 1. Le règlement de zonage numéro 1035, tel que modifié par tous ces amendements, est à nouveau modifié par le présent règlement. L'article 2, la grille de spécification feuillet 3 de 8 est modifiée afin de retirer l'article 8.2.1 des normes spéciales pour les zones R1 à R12. Le 8.2.1, c'est l'article sur la maison mobile. Article 3, l'article 2.7 intitulé Terminologie est modifié afin de modifier les définitions suivantes. Maison mobile, unimodulaire, maison module, habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur d'année. Elle est livrée entièrement équipée, canalisation, chauffage, circuit électrique, et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé à cet effet sur son propre train de roulement, ou par un autre moyen. La longueur d'une maison mobile est supérieure à 11 mètres et sa largeur est supérieure à 3,5 mètres. Également, toute résidence dont le rapport largeur-profondeur est de 1 dans 4 ou plus est considérée comme une maison mobile. Roulotte, tente roulotte ou motorisée, c'est un véhicule destiné à l'habitation saisonnière, si sur un châssis métallique immatriculé, monté sur des roues, conçu pour s'auto-déplacer ou être remorqué par un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu de façon saisonnière. Sa longueur maximale est de 11 mètres, sans compter la plage. Article 4. Les grilles de spécification 1 de 8, 2 de 8 et 3 de 8 sont modifiées afin d'ajouter la norme spéciale 7.2.4 aux zones A1, A17, AFT1, AFT1, 7, ILO 85 et ILO 86 et RU1 et ARU12. Article 5, le plan zonage numéro STR zone 4 est modifié qui a été démontré en annexe 1. C'est là qu'on voit la deuxième rangée de villégiature. Le plan zonage STR zone 1, c'est juste une vue différente, est modifié tel que démontré en annexe 1. Donc, c'est deux vues de la même zone. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Alors, considérant que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de ce règlement, il est proposé par et résolu. Que le Conseil de la municipalité de Stratford adopte le projet de règlement suivant, projet de règlement numéro 1175 modifiant le règlement de zonage 1035 afin de bonifier la réglementation. Que conformément aux articles 126 et 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit projet de règlement soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le maire Denis Lalumière le 3 août 2020 à 19h au 165 avenue Centrale Nord, Stratford. Que le conseil municipal mandate la directrice générale et le secrétaire trésorière pour qu'elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche de consultation. C'est bien trop haut, notre prochaine réunion de conseil. Oui, tantôt j'ai parlé de 10, là. Je pense que oui, c'est ça, c'est bien le 3. Là. OK. C'est bon. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, j'en fais la proposition en vrai italien. Très bien. Ça va pour tout le monde? C'est pas la première
discute. Je pense qu'on a fait le tour de ça de long en large. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le décret qui a été adopté là, hier ou avant-hier, on peut procéder à ces consultations-là de façon beaucoup plus habituelle, si on veut, là, tout en respectant la distanciation, bien sûr. OK. Ça nous amène au point 10, sécurité publique, qui est question aussi d'un règlement pour adoption ce soir, projet de règlement 1180 modifiant le règlement 1126 concernant les limites de vitesse sur tout le territoire de Stratford. Alors, On peut lire. on avait abordé cette question-là à la dernière séance par une motion. Alors, considérant que les véhicules circulent souvent à des vitesses excessives sur le chemin du domaine Elmer, même arrivé près du bâtiment central, considérant que ce chemin compte plusieurs courbes et que la visibilité est réduite à plusieurs endroits, que des piétons traverseront le chemin aux endroits où des nouveaux sentiers pédestres seront aménagés, considérant que la Société de gestion du parc de lac Elmer, organisme à but non lucratif qui a demandé de veiller à la gestion et au développement du parc pour aider la municipalité à sensibiliser la municipalité à l'effet de modifier la limite de vitesse sur le chemin du domaine Elmer, considérant que l'article 626 du Code de la sécurité routière permet à la municipalité de fixer par règlement la limite minimale ou maximale des véhicules routiers sur son territoire, considérant qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 1er juin 2020 par le conseiller M. Kétan-Côté et proposé et décrété à l'article 1. Article 1, oui. L'article 2, limitation de vitesse du règlement numéro 1126 est modifié de la façon suivante. Signalisation au point 2, la limite de vitesse est établie à 40 km/h sur les chemins publics suivants. On ajoute un H pour chemin du domaine Elmer. À l'article 2 du règlement qui est sur la table. Alors, dans l'article 2, limitation de vitesse du règlement numéro 1126 est modifiée de la façon suivante. La signalisation au point 3, la limite de vitesse est établie à 50 km/h sur les chemins publics suivants. On retire le D, chemin du domaine Elmer. Et l'article 3, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Qui a fait la proposition? Kétan-Côté, j'en fais la proposition. Merci. Je pense qu'on en avait parlé au moment de l'avis de motion. On est tous à l'aise avec ça. On ramène ça à 40 km avec la technicité. Pour ceux qui travaillent au domaine, là, sur le dossier du parc Elmer, est-ce que ça va bien à 40 km présentement? Ça s'était mis les affiches? Non, les affiches n'ont pas pu être remises avant. Le règlement n'est pas encore C'est changé. ça, là. Il faut d'abord adopter. Là. Ok, excusez-moi. Oui. Excusez-moi pour On mon te impact. tiendra au courant. Mais moi, j'avais déjà commencé à rouler seulement 40 km/h. C'est une bonne chose. C'est amplement suffisant, oui. C'est même Oui, je me suis pratiqué. pour les raisons qu'on avait déjà mentionnées. Donc, ça va pour ça. Il n'y avait rien en affaires diverses. En correspondance, nous avons reçu le 4 juillet, donc avant-hier, une lettre du domaine des Hauts-Cantons. Oui. On peut en faire la lecture. Oui, alors c'est une lettre qui est signée de M. Bruno Couture, qui concerne les démarches et qui est adressée à M. Lanière ainsi qu'à tous les conseillers et conseillères. Démarche pour la verbalisation des chemins au lac d'Aéronière. La présente est pour informer que je me suis dissociée des démarches communes entreprises l'année dernière en vue de verbaliser les chemins autour du lac d'Aéronière et du chemin qui y donne accès. Suite à un bris du ponceau de 4 pieds en bas du barrage, on a dû retirer ce dernier. Ceci a eu comme résultat l'effet d'une barrière et nous a permis de retrouver la tranquillité tant recherchée en bloquant l'accès aux 4 roues, côte à côte, motocross et autres véhicules non désirés. Ceci explique ma décision de vouloir garder le chemin privé. Ceci étant dit, je ne renonce pas pour autant à travailler avec la municipalité pour une aide quelconque qui serait bénéfique pour tous. Le domaine des Hauts-Cantons contribue grandement au développement économique de notre communauté avec ses quelques 112 propriétaires, incluant les 6 terrains à notarier bientôt. Veuillez accepter une salutation distinguée pour le domaine des Hauts-Cantons, M. Bruno Couture. Alors, écoutez, c'est un changement un petit peu là, dans les souhaits qui nous avaient été exprimés. On en prend bonne note. Rappelons-nous qu'on a eu des rencontres avec les représentants des associations, les propriétaires de chemins,
Malheureusement, on ne s'était pas entendu sur la manière de mener le dossier. On avait besoin, comme municipalité, d'être rassuré sur la qualité fondamentale du chemin avant de le prendre en charge. Là, on souhaitait pouvoir faire une certaine évaluation. Les gens avaient trouvé que c'était excessif. On avait un peu mis fin à notre démarche, tout en fermant pas la porte pour toujours. Là. Je pense que pour nous, le dossier aurait pu être réactivé. Mais là, avec cette nouvelle-là de M. Couture qui dit « Moi, dans le fond, à l'expérience, je préfère la tranquillité, je préfère que ça demeure un chemin privé », ben c'est son choix, là. C'est correct, on en prend bonne note, puis on verra. Est-ce qu'il a d'autres idées en tête quand il dit « Je ne renonce pas à une aide de la municipalité », mais là, on verra, ça sera à lui de nous le préciser, là, mais pour le moment, prenons simplement acte que ce dossier-là, dans le fond, on va le fermer, hein, toute fin pratique, là, concernant une possible municipalisation du chemin des Hauts-Cantons. Oui? Je peux remarquer que vous avez passé par-dessus le 10.2. Je comprends qu'on en a, que ça nous avait toute la réunion, mais peut-être deux petites informations. Ben oui. Je suivais avec le cahier de résolution et non pas avec le jour. Alors, sur les suivis des Désolé. mesures face à la pandémie, bon, alors là, on a beaucoup parlé de notre nouvel arrêté ministériel. Et dans cet arrêté-là, les conditions aussi pour le traitement des soumissions, parce qu'on devait traiter ça aussi en privé, en distanciation, puis il fallait les filmer et les mettre comme ça sur SAO. Ça aussi, cette mesure-là a été levée. Je vous dirais aussi que, compte tenu de la situation, je pense qu'on va... on était déjà pas mal ouvert, là, je vous dirais, ici au centre communautaire. Là, on laissait pas mal nos portes de barrées. Je pense que là, on va laisser les portes de barrées. Je dirais que les citoyens sont pas mal habitués. Ils se lavent les mains, on maintient le 2 mètres et tout. Ça fait que donc aussi, là, on s'attend d'ouvrir. Oui, mais maintenant, je pense que ça n'empêche pas peut-être de répéter aux gens qu'on les invite à prendre rendez-vous s'ils ont vraiment besoin de parler à quelqu'un. Là, c'est toujours plus facile. D'abord, il se peut que les gens ne soient pas assis à leur bureau parce que, par exemple, l'inspecteur municipal, il est parfois sur le terrain ou il y a d'autres rencontres de prévues. Donc, c'est toujours plus prudent de prendre rendez-vous. C'est plus facile à gérer aussi pour tout le monde quand les gens appellent avant de se déplacer. Je pense que c'est une bonne pratique à maintenir. Je pense que ça fait le tour. Deux petites affaires. Mais... Oui, c'est bon. Je m'excuse d'avoir passé là-dessus. Deuxième période de questions. Il n'y a pas de questions. Certificat de disponibilité. Ça va, Madame la directrice générale? On a tout ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de cette séance. Je propose la levée de la séance. Isabelle Couture. Contre toute attente, Madame Couture. Merci beaucoup. À la prochaine. Le 3 août, séance régulière. En présence, si vous le souhaitez.